Alors, tout d'abord, Juan est parti, mais il s'est joint à moi pour dire que Pierluigi Basso a été le co-animateur de ce séminaire pendant 6 ans et nous le remercions vivement pour son travail et son dévouement au sein de ce séminaire et de notre comité scientifique. Il est d'ailleurs... Merci. Merci Noël. Il est d'ailleurs coordinateur de notre conseil scientifique du séminaire. Alors, Pierluigi Basso Fossali est professeur de sciences du langage à l'université Lyon 2, Lumière. Actuellement, il est directeur de l'important laboratoire CNRS ICAR, Interaction, Corpus, Apprentissage, Représentation, à l'ONS de Lyon. Il est vice-président de la section 7 Sciences du langage au CNU et porteur du projet ANR international avec Luxembourg et Belgique qui s'intitule Augmented Artwork Analysis, qui vise à comprendre la manière dont la computer vision peut intégrer l'interprétation des œuvres d'art et aider la constitution d'un musée complémentaire face à une œuvre contemplée en présence au musée. Il a été président de l'Association française de sémiotique de 2017 à 2022. Il a publié 11 monographies et une synthèse de ses positions théoriques en 2017 chez Lambert Lucas avec le titre de « Vers une écologie sémiotique de la culture ». Ses recherches abordent notamment 3 problématiques. La première, l'étude des relations entre médiation linguistique et expérience perceptive. La deuxième, analyse des stratégies énonciatives et figuratives des textes. Et ces textes de prédilection sont bien sûr les œuvres d'art plastique, pensons à son livre sur la peinture de Francis Bacon, mais aussi le cinéma, sur lequel il a écrit 2 livres, dont l'un sur David Lynch et l'autre sur la relation entre études du cinéma et sémiotique. Troisième problématique, c'est l'attestation et la description des pratiques de création et d'interprétation d'objets culturels au sein des différents domaines sociaux, dont le domaine de l'art, qu'il a beaucoup investigué, exploré. L'une de ses contributions principales à cette thématique des domaines sociaux et notamment sur les valeurs sur lesquelles le domaine de l'art peut s'appuyer au sein d'une société, è Le dominio dell'arte, il dominio dell'arte, livre publié à Rome en 2002. Parmi les initiatives éditoriales les plus récentes, on peut rappeler les directions d'un numéro de langue française en 2020 et d'un numéro de langage en 2021, consacrés les deux au discours programmateur, aussi bien que les directions de l'ouvrage Créativité sémiotique et institution du sens dans la dialectique entre l'individuel et le collectif, au Poulim 2021, et il a aussi dirigé les actes du congrès de l'AFS qu'il avait organisé à Lyon en 2019, si je ne me rappelle mal, qui s'intitule « Désaccord à la recherche de la différence propice », justement, acte du congrès de l'Association française de sémiotique. Alors, Pierluigi, on est très heureux de t'entendre aujourd'hui. On est très malheureux, autant que toi, que tu n'aies pas pu venir à Paris. Et voilà le titre de ton intervention, c'est « De la générativité au circuit de la signification, raisonnement diagrammatique pour une écologie sémiotique ». Je te donne la parole, j'espère que vous pourrez entendre, même si le son sort de mon ordinateur. Si vous aurez des problèmes, vous vous rapprocherez, il y a beaucoup de place proche de moi. Pierluigi, à toi la parole. Merci beaucoup, Maria Giulia, de cette présentation. J'imagine que vous êtes en train de voir mon diaporama. Tu peux confirmer? Oui. Oui, très bien. Bon, très bien. Alors, j'aurais certainement imaginé revenir au séminaire de sémiotique de Paris avec une présence in vivo et pouvoir vous retrouver à la maison sujet après 6 ans de direction. Malheureusement, les trains m'ont joué un mauvais tour et donc il n'y a pas des liaisons entre Paris et Lyon entre cet après-midi et demain soir. Donc je suis très, très attristé et je dois avouer que je passais les dernières 48 heures
à me demander s'il fallait ou pas, ou ne pas faire cette intervention à distance. Je suis un peu dubitatif sur l'efficacité d'une intervention à distanciel, alors que vous êtes au moins la majorité réunie dans la belle salle de la Maison Sougère. Tout d'abord, je voudrais m'excuser avec un bon nombre de collègues qui sont intervenus lors des séances précédentes. J'étais absent parfois, plusieurs fois, et mon agenda ne permet plus de suivre des activités de recherche avec une certaine régularité. Je les regrette beaucoup, naturellement. Euh, euh, alors, pour aller vite, qu'est-ce que je peux vous présenter aujourd'hui, étant donné que mes activités de recherche sont un peu réduites au vu de mes charges administratives, hein, mes engagements avec les laboratoires ICAR. Qu'est-ce que je peux vous présenter? Bon, comme je l'avais un peu annoncé à Maria Giulia, la seule chose que je peux essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu le cadre diagrammatique général sur la base duquel je cherche à mener mes recherches, et comme l'a rappelé un peu Maria Giulia, depuis 20 ans, depuis les domaines de l'art. Alors, c'est vrai, en effet, que j'ai un livre en préparation depuis 3 ans. L'éditeur attend depuis 3 ans un livre intitulé Les circuits de la signification, et c'est sur ces sujets que je voudrais intervenir, même si je dois dire que le concept du circuit, cette vision par circuit, était déjà présent dans les livres plusieurs fois mentionnés, les domaines de l'art, parce que je parlais d'un couplage structural qui active, et je cite, c'est une traduction littéraire, qui active un circuit de sens entre les textes, l'énonciateur et l'interprète. Et il y a plusieurs passages consacrés à ça. Je parle d'un circuit de sens qui se déploie dans une sémantisation récursive, préfigurative et narrative, qui garde en mémoire des significations stratifiées et peut envisager des significations à venir. Donc, je disais encore, pour continuer cette citation, ce qui est en jeu, c'est la structuration dynamique des couplages et non pas leur dépendance à l'égard des fonctions structurales qui la transcenderaient. Voilà, donc c'est seulement pour dire que vraiment je suis un peu en train de vous avouer un peu mon travail dans les coulisses, ma manière un peu diagrammatique d'imaginer mon travail. Et mon intervention est aussi complémentaire à l'intervention de Marion. Naturellement, je suis très intéressé aussi à travailler sur sur la notion de réseau. J'imagine qu'en tant que sémioticien, nous sommes toujours un peu à réfléchir sur la notion de réseau comme réseau sémiotique, donc réseau qui doit associer expression et contenu. Et donc, en ce sens, on pourrait dire que la structure, hein, pour revenir un peu rebondir un peu sur les débats qui a eu lieu après l'intervention de Marion, la structure semble nous permettre de voir des associations entre des réseaux expression, réseaux contenu, de voir aussi des restructurations entre les réseaux. Mais aujourd'hui, je ne veux pas, comment dire, m'occuper comme Marion de la notion de réseau qui naturellement est médié par les langages, par les ressources sémiotiques, mais je voudrais m'occuper plutôt des formes de vie et donc des marges de jeu qui ont les formes de vie par rapport aux structures. Bien évidemment, les parcours de signification sont structurés, sont accompagnés, sont médiés, et donc toute la présentation naturellement de Marion est tout à fait pertinente pour traiter de cet aspect. Mais moi, je voudrais un peu changer des perspectives et focaliser plutôt les choix, la liberté, les marges de manœuvre, les marges de jeu, la dimension hors technique
pour utiliser une expression que j'aime beaucoup, la dimension hors technique de la gestion de la signification. Voilà, c'est de ça que je voudrais parler. Et ensuite, je voudrais dire aussi que j'aimerais un peu souligner l'aspect, la dimension épistémologique, parce qu'il y a un caractère un peu contradictoire au moins dans notre milieu. Je parle en particulier de notre laboratoire. On parle beaucoup de transdisciplinarité, mais par la suite, la transdisciplinarité devrait être construite à partir des disciplines qui ont seulement un regard épistémologique, épistémologique inaltéré dans leur tradition et surtout homogène. Alors, déjà dans les domaines de l'art, j'avais proposé d'imaginer la sémiotique comme une fédération de épistémologie. Je vais parler d'une sémiotique de la perception, une sémiotique des textes, une sémiotique des pratiques. Hein. C'était déjà là, on va dire, mon architecture un peu diagrammatique. Sauf que les trois circuits que je veux présenter aujourd'hui transforment, je dirais, une question épistémologique, les trois épistémologies que je viens un peu de mentionner, en trois je veux dire, à perspective épisémiotique, c'est-à-dire des perspectives utilisées par les acteurs sociaux mêmes et sont de perspectives dans la gestion du sens, des gestions de sens mobilisées donc par les instances énonciatives à la fois individuelles, collectives et institutionnelles. Et c'est à ces niveaux-là, je voudrais souligner, c'est à ces niveaux-là, les formes de vie, que, que les relations avec l'environnement sont plutôt solidaires, des analogisations sont possibles, dès qu'on dépasse justement le niveau de stratégie, parce qu'il y a des stratégies individuelles, des stratégies collectives, des stratégies institutionnelles qui sont très différentes, mais au niveau du contact entre les formes de vie et l'environnement, là, il y a deux points de superposition, d'analogie en tout cas. Je suis intéressé un peu à aborder cette question avec la notion des circuits, parce qu'on parle par exemple de psychologisation des institutions, n'est-ce pas, comme si l'institution avait une psychologie. On parle de l'institution de la voix subjective, hein, toutes les recherches sur le langage endophasique et la constitution même, je dirais même juridique de la voix du témoignage, par exemple, ou encore on parle de la pensée collective, donc on va projeter des caractéristiques normalement qui sont propres de la subjectivité vers le groupe, vers les collectifs. Alors, l'essence élaborée l'essence élaborée antérieurement doit trouver une forme d'expression interactionnelle capable d'affirmer ses qualités originaires. Les résultats inespérés d'une longue négociation aspirent de manière légitime à se traduire dans une sorte de contrat reconnu et sauvegardé par les institutions, par la loi. Et naturellement, il y a aussi les processus comment dire, contraires, c'est-à-dire que ce processus doit être renversé. Un contrat juridique doit se manifester dans une interaction comme un accord sur les rôles qu'on doit jouer. La loyauté de l'interaction doit se convertir en sincérité, donc en dimension subjective. Donc, ouais, voyez, donc l'idée, déjà sur le plan, je pense, de l'intuition, vous avez compris, l'idée d'identifier trois circuits généraux de la signification. Un circuit interne lié à l'introjection et à la subjectivation des valeurs, un circuit externe qui est cultivé et administré par des juridictions institutionnelles et finalement un circuit liminaire qui se positionne à l'interface entre l'interne et l'externe et qui se concrétise à travers l'interaction. Alors, les circuits internes, externes et liminaires, ces circuits de l'interface interactionnelle entre les deux, forgent deux mondes, à savoir, disons, des écologies qui sont, oui, ont la tendance à la clôture,
surtout comment dire, les circuits internes de la subjectivation et les circuits externes, les circuits de l'institutionnalisation, mais quand même, je voudrais un peu proposer aujourd'hui qu'il y a des formes de transposition, de traduction, de contact, des frontières poreuses, on va dire, entre les trois circuits. Et donc, en ce sens, la générativité n'est plus, comment dire, saisie à partir de relations, disons, hyperonymiques ou hyponymiques. Il n'y a plus de syntaxe de conversion entre un plan et l'autre. Au contraire, le sens est vu comme les produits d'une élaboration progressive et multiniveau à travers des circuits dont l'on fonctionne un peu comme processus maïeutique, processus réinterprétatif de l'autre. En ce sens, chaque gestion du sens, chaque forme de gestion de sens est à son tour, comment dire, confrontée avec comment dire, son faire sens, faire du sens ou pas, hein, par une forme de vie, un couplage avec son propre environnement. Alors, je voudrais un peu montrer que l'idée de trouver des formes alternatives donc, à des modèles génératifs et modulaires, de ne pas choisir, vous voyez, entre l'idée de construire une théorie à partir d'un sujet transcendantal ou à partir de la masse parlante ou à partir de la vision de la langue en tant que code, en tant qu'institution, de ne pas choisir entre les trois, et de penser donc la sémiotique comme dotée d'une épistémologie plurielle et dépendante d'un ensemble de pratiques obligées à prendre compte de manière simultanée, disons, plusieurs terrains de jeu de langage en même temps. Donc, un paradigme d'écologie sémiotique fondé sur la gestion du sens ne peut qu'être lié à un couplage avec un environnement dans lequel l'hétérogénéité et les contingences ne laissent pas la place à des déclinaisons unilatérales de valeurs. Dans cette perspective, l'idée que chaque système encode les sollicitations externes dans son propre langage interne n'est plus valable, hein. Même si les systèmes exploitent leur langage en vue de leur propre individualisation, ils ne sont pas indépendants. Et d'ailleurs, les patrimoines sémiotiques mobilisés est un patrimoine collectif, disons. Il n'y a pas de signification totalement privée. Donc, les systèmes même sont des instances plurielles, facettées, qui profitent de leur entrelacement, de leur réinterprétation réciproque, afin d'échanger des promotions d'ordre, de tests de résistance et d'admission de contingence. Alors maintenant, vraiment pour vous montrer mon travail, je peux vous montrer, je peux révéler en disant un peu les schémas que j'utilise dans mes cours. Et là, sont vraiment les slides que je montre au master quand je dois organiser mes cours qui sont sur les circuits de la signification, sur les trois circuits. Et donc, je fais des cours sur la subjectivité, sur les institutions et sur l'interaction. Et ce sont des cours monographiques, mais articulés les uns avec les autres. Et donc, vous voyez, là, de manière vraiment, c'est un peu pédagogique. Et donc, il y a des aspects un peu, disons, réductionnistes, mais je donne des indications sur à la fois des théories déjà existantes. Là, par exemple, vous avez les topiques de François Rastier, mais en même temps, il y a un rappel de la tradition linguistique sur la distinction entre l'émique et l'éthique. Donc, voyez, donc, si on doit reconnaître des grammaires, des encodages, la perspective de loin, les regards de loin, la perspective éthique est souhaitable. Si on doit essayer de comprendre la gestion du sens dans les circuits liminaires de l'interaction, une ethnographie linguistique et donc une approche émique est souhaitable. Si on doit travailler sur la subjectivisation et donc l'appropriation de la langue et la possibilité donc d'articuler le sens à partir d'un épicentre d'énonciation, une épistémologie transcendantale ou une épistémologie à la première personne est, je veux dire, comme dire, quelque chose qui peut nous donner des éléments
des cadres théoriques importants. Et vous voyez, par la suite, j'arrive un peu à structurer avec des caractérisations, des aspects caractérisant chaque circuit. Et donc, je parle par exemple de certains paradigmes interprétatifs qui semblent être plus adaptés à un circuit plutôt qu'à un autre circuit, un paradigme sur les écarts. Les différences sont appréciées en tant que des écarts sur le plan de la subjectivisation, un paradigme de la double contingence, c'est la contingence d'un intervenant, la contingence d'un autre interlocuteur, mais le fait de mettre plusieurs contingences en parallèle dont lieu à l'émergence justement d'un réglage, d'une sorte de processus interactionnel qui trouve de manière progressive sa propre stabilité, les tours de parole, etc. Et je pars d'un paradigme systémique, donc qui est plutôt plus utilisé de manière aussi traditionnelle pour ce qui concerne un circuit externe de la signification. Donc voilà, c'est seulement pour donc vous présenter un peu mon travail. Un autre aspect que je voudrais souligner est que j'ai comment dire, essayé de reconnaître, de repenser un peu l'immanence, disons, le principe d'immanence, d'imaginer l'immanence comme une immanence de couplage, le couplage entre système et environnement. Et si on passe à cette dimension d'un couplage qui est d'une immanence de couplage, rester à l'intérieur d'un couplage, il y a un changement, il y a un changement de perspective. L'essence n'est plus autochtone, c'est-à-dire il y a un paragraphe dans les livres déjà mentionnés par Maria Giulia vers une écologie symétrique de la culture qui est justement intitulé Contre un sens autochtone et qui joue un rôle, disons, plutôt crucial dans ces livres. Et cette idée de l'absence d'un sens autonome, autochtone, c'est parce justement il y aurait une sorte de coalescence, de coprésence permanente entre plusieurs saisies, plusieurs accès au sens, à la fois, disons, sous les enseignes de la perception, sur les médiations du discours, à l'intérieur des régularités des pratiques. Voilà, donc il y aurait une coprésence de plusieurs formes d'accès au sens. Donc, il n'y aura jamais la possibilité de revendiquer en sens propre, parce que le sens est toujours en train d'être transposé, d'être traduit, de devoir tenir compte d'autres facteurs que les éléments qu'on est en train de gérer. Donc, chaque immanentisme radical d'une territorialisation du sens, disons, risque de subir une forme d'ironie de la part d'une autre instance du sens, d'un autre accès au sens, d'une autre culture, bien évidemment, un peu comme je montrais, je me raccorde encore il y a 10 ans au séminaire de Paris, plus 15 ans, 2009, un peu l'ironie entre les jardins et les paysages, les jardins qui voudraient structurer son propre monde possible, mais vous savez, il y a des structures nommées AHA, sont des structures déjà ironiques dans la nomination pour dire finalement on n'arrive pas à couper les relations et les rapports et la comparaison avec l'entour et donc les paysages. Donc s'il y a des relations, disons, chiasmatiques, chiasme dans le sens de Merleau-Ponty, sujet monde, sujet environnement, etc., elle relève d'un magnétisme d'un couplage, bien évidemment, et les couplages sont réversibles. Hein. Je vous rappelle que réversibilité est les premiers interprétants du terme chiasme chez Merleau-Ponty. Et les revers chez Merleau-Ponty, renversés, hein, les revers est conçu comme un négatif, hein, un peu comme l'image au miroir et justement une ironie sur les jeux qui auraient la prétention de projeter de manière unilatérale la signification. Donc, bref, l'essence n'est pas une question d'autonomie,
qui peut être réglé et apprécié à l'intérieur d'un système sous forme de représentation dans le monde extérieur. Et pour rendre compte de l'hétérogénéité, donc en tant qu'hétérogénéité, une hétérogénéité donc résistante à toute composition radicale, à toute totalisation radicale du sens, à toute forme d'appropriation unilatérale, comme dans les cas du solipsisme, il faut attribuer aux instances des formes de vie interconnectées et perméables entre elles et avec naturellement l'environnement, parce que l'environnement, bien évidemment, est constitué aussi par les autres instances, par les autres systèmes. Donc, la forme de vie doit être à même d'intégrer une altérité propre, déjà. Un environnement psychique, par exemple, c'est déjà une altérité propre, l'humeur, des choses comme ça, et de se constituer en passant par des altérités externes, et donc toutes les questions qui concernent l'environnement social. Alors, les instances, sujets, groupes, institutions tendent à revendiquer une autonomie à travers un circuit de sens dédié, mais chaque circuit se révèle tôt ou tard comme entrelacé avec les autres. Je peux faire des exemples. Le cas du cadre institutionnel qui joue un rôle fondamental dans la théorie des actes du langage. Non, on sait de la théorie des actes du langage, la force illocutoire ou illocutionnaire d'un discours est liée au cadre institutionnel. On peut s'appuyer pour dire je vous déclare mari et femme, il faut s'appuyer sur un cadre institutionnel préalable. Mais il y a des effets perlocutoires, et donc les effets perlocutoires sont des effets secondaires qui dépassent largement les lisières du cadre institutionnel et qui doivent être gérés dans l'interaction, être introjectés par les sujets. Donc, vous voyez déjà bien comment on a du mal à préserver un seul cadre de pertinence pour suivre les effets des sens d'une pratique. Et c'est là, bien évidemment, est valable aussi pour les pratiques scientifiques, parce que si on pense à la transdisciplinarité, justement, les pratiques scientifiques s'ouvrent vers d'autres plans d'observation possibles et s'interrogent sur la tenue limitée, disons, de l'arrière-plan épistémologique choisi, le fait qu'on a besoin des autres, on a besoin d'autres chercheurs, on a besoin de travailler en équipe, on a besoin d'autres regards. Alors, avant tout, je voudrais vous proposer l'idée que le diagramme du circuit commence déjà à l'intérieur de notre manière de structurer le sens. Et donc, il y aurait de micro-circuits. Les micro-circuits symboliques sont des articulations entre un modèle de quelque chose et un modèle pour faire quelque chose. Par exemple, une énonciation, de manière générale, pour nous, en tant que chercheurs en sciences du langage, pour nous, naturellement, les pratiques énonciatives sont une dimension primaire dans nos descriptions, et donc l'énonciation, on doit les reconnaître à la fois un modèle de et un modèle pour prédiquer et négocier certaines valeurs, mais il y a aussi un modèle de l'interaction. L'énonciation veut promouvoir une interaction selon la dialectique, disons dire et montrer, dire quelque chose, prédiquer quelque chose, mais aussi montrer une forme d'interaction possible, une manière de s'entendre, une manière de construire des positions dialogales. Voilà, ce sont des positions bien reconnues dans la philosophie du langage. Alors, les deux modèles, modèle pour et les modèles de, ne sont pas dissociés, sont des modèles dont l'un rentre sur l'autre, c'est-à-dire est réinterprété de manière circulaire, justement, par l'autre. L'autre est rabattu, disons, sur l'autre et vice-versa. Par exemple, en termes des tensions entre plan de l'énoncé et plan de l'énonciation. Alors, pour faire des exemples, pour s'entendre, c'est tout à fait simple. Une partition est un modèle pour l'exécution, mais peut jouer aussi un rôle intransitif
et donc valoir comme modèle de l'écriture de la musique. Une carte d'une ville est à la fois un modèle de la ville, avec une puissance symbolique importante, et un modèle pour s'orienter dans la ville. Dans la première version, la dimension iconique de la carte rentre dans l'image symbolique de la ville. Dans la deuxième lecture, codée, symbolique, disons, de la ville, permet de projeter à partir de la carte un faisceau de pertinence apte à intercepter les morphologies, la dimension iconique, disons, rencontrées dans l'expérience de la ville, ce qui nous permet finalement de trouver une forme d'orientation. Alors, là, les cadres proposés par Jacques Fontany dans Sémiotique de pratique, au fond, disons, notre conceptualisation de l'articulation entre modèles D et modèles pour, ces petits micro-circuits symboliques, sont comme dire, une proposition pour donner une définition plus stricte, plus comment dire, explicite à la notion de forme symbolique. Et la forme symbolique serait ces couplages, ces micro-circuits entre modèle 2 et modèle pour. Eh bien, c'est une manière, si vous voulez, de comprendre la coprésence entre de plans de pertinence, la coprésence de plusieurs plans de pertinence dans les promotions de sens et donc dans les pratiques sémiotiques. Et si vous voulez, une relecture des interfaces proposées déjà par Jacques, même s'il faut souligner, disons, qu'il n'y a plus, comment dire, un respect du principe d'immanence, l'immanence de chaque plan du schéma, parce que c'était déjà nommé plan d'immanence, justement. On n'accepte plus le principe d'immanence et la limitation aussi, on n'accepte plus la limitation heuristique au plan de l'expression. On parle déjà des formes de gestion du sens et donc dans cette circularité, première circularité que je propose, il y a déjà des relations dynamiques entre expression et contenu. Alors, les macrocircuits, je viens aux macrocircuits. Alors, l'articulation entre plan de pertinence assuré par une proportion sémiotique entre modèle 2 et modèle pour se décline comme une série de circuits de signification qui sont gérables par les instances énonciatives. Toutefois, si nous assumons la relation entre les plus périphériques et enveloppants de plans de pertinence, celui de forme de vie, la gestion du sens commence à être de plus en plus perméable à l'environnement, aux effets de sens, on passe aux effets de vie, hein, avec toute la contingence qu'on doit finalement introjecter dans notre vision de notre gestion de la signification. Alors, on passe de la territorialisation des institutions et des inscriptions sémiotiques, on passe à une sorte de milieu, d'habitat qui encadre la gestion même du sens, lui confiant diverses options de significativité. Vous voyez, la gestion du sens n'est plus première, c'est une mise en perspective de la gestion du sens à partir du circuit. D'une part, il est évident que la vie de la signification n'est pas seconde à sa structuration à travers les actes de langage. Au contraire, l'habitat oblige immédiatement à choisir diverses formes d'individuation des instances énonciatives mêmes. D'autre part, les effets des vies sont les fruits de dynamiques internes et externes que les instances énonciatives peuvent essayer d'accompagner et même d'exploiter à travers de formes de canalisation, sans pouvoir s'imposer comme des directions sources, comme du sens promu de manière unilatérale. Dans les relations entre formes de vie et la sémiosphère et l'environnement, les premières, les formes de vie, semblent plutôt être exposées au sens, parfois peuvent recevoir aussi du sens, et éventuellement, elles parviennent à co-appartenir à une sorte de dynamisme qui est propre à l'environnement. Donc, notre idée est de penser la prise de forme des instances à l'intérieur des circuits de signification différenciés et qui offrent chacun des canalisations diversifiées
mais en communication. Les circuits de la subjectivation, de l'interaction et de l'institutionnalisation. Alors, pour résumer, nous proposons de distinguer un circuit interne dans lequel s'installent des dynamiques de subjectivisation, un circuit externe pour ce qui concerne les formes de vie institutionnelles, et un circuit liminaire de l'interaction à raison du rôle d'interface qu'elle joue par rapport aux autres circuits. Ces circuits sont entrelacés et donc ils sont des points de contact qui permettent des transplantations de dynamiques de sens soumises alors à différents cadres écologiques. La pluralité des circuits applique à chacun d'entre eux la logique même d'une circuitation réversible et excédente. Et on va voir pourquoi, excédente dans le sens de débordante, débordante. La circuitation nécessite alors de passer d'une forme de régénération à l'autre de la signification interne, liminale et externe, sans pouvoir construire un circuit intégré de la culture à même de coder et harmoniser totalement ses procédures et ses relations internes. Alors, nous ne voulons pas aborder les instances subjectives, interactionnelles, institutionnelles internes des circuits. C'est pas l'idée de substituer le terme circuit à la notion de système, hein, la notion plus classique de système. C'est que nous voulons promouvoir une description des circuits que ces instances suivent pour continuer à se constituer et à se définir de manière mutuelle selon des boucles de rétroaction et des rétroductions, un terme pour moi très important, je n'ai pas le temps peut-être mais c'est un terme, comment dire, c'est les termes contraires à abduction chez Peirce, c'est une sorte de abduction sur les conditions qui pourraient expliquer la situation actuelle. Hein. Et donc, comme si la situation actuelle était instable et pas interprétable, on a besoin de faire des hypothèses sur des conditions préalables afin de justifier une condition actuelle. Je passe. Alors, un circuit dans lequel les connexions sont indirectes passe à travers des détours, implique de délégués et des médiations ultérieures. Les circuits aident à contourner les obstacles, à interposer de filtres, à reprendre autrement de chemins interrompus. Mais ce qu'il faut remarquer est que les circuits considèrent aussi une rotation de rôles actentiels et donc de perspectives interprétatives mutuelles. Comme ils acceptent des modalisations hétérogènes et des modalisateurs divers, les circuits il est plutôt immédiat de penser que les circuits, lui aussi, n'est pas exclusif et qu'il accompagne seulement une partie de pratiques coexistantes. Les médiations sémiotiques offrent les supports pour passer d'un circuit à l'autre, et là où l'articulation entre les circuits a lieu, se réalise, à savoir l'interaction, leur soutien, les soutiens de ces médiations sémiotiques devient aussi une base auto-réflexive, une sorte de milieu où les diverses instances font évoluer les formes mêmes de leur système de signification et de communication. L'environnement sémiotique traverse et alimente tous les circuits, mais il trouve aussi, grâce à eux, un principe de réarrangement structural, de réconfiguration structurale, se constituant ainsi comme un domaine traitable et négociable. On peut négocier la langue. La langue s'institutionnalise, bien évidemment, mais elle est observée, commentée par les pratiques qui peuvent renégocier les emplois. La langue est soumise à une activité de réconceptualisation qui profite d'une réélaboration et d'un approfondissement aussi subjectif. Pourtant, cette domanialisation de médiation sémiotique, cette territorialisation, cette appropriation reste fouillante car les instances énonciatives doivent nécessairement laisser prise, abandonner des postures qui seraient finalement paralysantes. Il n'est pas raisonnable finalement de continuer dans une activité métadiscursive, métalinguistique. Et enfin, on a besoin de vivre la signification selon des conversions continues entre discours et expérience, entre une textualité et une autre forme de textualité, tout en sachant que l'on peut seulement gérer
les indéterminations et, je veux dire, les cas d'introductibilité locale. Et c'est pour ça qu'on dit justement qu'on vit la langue pas en tant qu'un système, mais en tant qu'environnement. Alors, les circuits s'opposent à la domanialisation, à la territorialisation au domaine. Non seulement ils n'acceptent pas de rester dans un domaine, l'art, la justice, la science, mais ils s'opposent aussi au sentiment de territorialisation, du caractère prioritaire dans les interprétants finalement offerts, proposés, que les domaines semblent apporter. Donc il y a une sorte de contestation même de l'idée de domaine. Il y a un circuit dès qu'il y a des mouvements différemment engendrés qui échangent leur rapport pour participer à la constitution de quelque chose qui puisse continuer à circuler sans se réduire à l'un ou à l'autre des domaines concernés. En même temps, les circuits affichent ses bords, ses côtés, et indiquent, au-delà de ces limites, des espaces pas encore habités, disons, par la signification, de vides heuristiques, des territoires inexplorés, des zones inaffectives, neutres, etc. Et entre les circuits, comme j'ai déjà dit, il y a des relations osmotiques, des tensions traductives et des modélisations réciproques, même si à distance. Et c'est pourquoi que cette distance doit être finalement réduite et médiée à travers des langages. Alors, non seulement donc, ils n'acceptent pas de rester dans un domaine de valeur donnée, mais ils s'opposent aussi au sentiment de territorialisation que les domaines semblent apporter. C'est ça que je veux souligner. Ensuite, alors, une épistémologie du sens à circuit entrelacé s'oppose aussi au paradigme fondé sur des réseaux, où la question de l'interprétation de la pratique reste l'activation ou la transformation d'une série de connexions, à tel point que même la subjectivité n'est qu'un résultat, un effet du réseau, un effet réseau. Les circuits semblent restituer une sorte de poids aux instances qui guident, même si toujours de manière provisoire, la signification. En même temps, ils préservent l'idée que les instances sont toujours en cours de constitution, sans permettre une sorte de réification des instances, l'idée d'accueillir donc la profondeur temporelle des expériences et des projets dans la constitution même des instances subjectives, collectives et bien évidemment institutionnelles. Je dois donc préciser que, comme j'ai déjà dit, c'est un aspect complémentaire, ce n'est pas contre totalement les réseaux, c'est qu'on est en train d'observer des phénomènes de signification de l'autre côté, du point de vue de formes de vie. Et je veux dire aussi que, quand j'ai dit là, semble restituer un poids aux instances qui guident la signification, même s'ils sont des instances toujours en cours de constitution, un parcours toujours inachevé de constitution, c'est pour dire que le moment d'appropriation de marge de jeu prime sur l'aspect émergence des instances. C'est-à-dire, je suis en train d'observer une écologie dans laquelle les formes de vie se positionnent finalement comme un regard écologique sur le monde, et donc il y a une forme d'appropriation et non seulement d'observation autoréférentielle d'une émergence. Donc il y a une sorte de revendication de prééminence, comment je dire, de responsabilité même, j'utiliserai même ces termes-là, de prise de responsabilité, d'assumption de responsabilité, et c'est pour ça que je parle d'appropriation. Alors, chaque circuit exprime des enchaînements énonciatifs possibles, virtualité, permet un contrôle relatif sur les configurations du parcours actualisé, mais l'instance concernée n'est pas les centres autour duquel les circuits se déclinent. Au contraire, elle n'a que les circuits pour s'individuer, elle cherche à s'isoler,
sans appartenir vraiment, elle ne peut pas s'appartenir vraiment, elle ne peut pas gérer en sens autochtone, elle n'est qu'une sorte d'émergence du fait du circuler. Alors, les circuits de sens que nous sommes en train de postuler sont caractérisés par une rupture, disons, de l'autocompréhension en réclamant d'autres instances interprétatives qui passent par d'autres circuits. Donc, il y a une sorte de décoïncidence entre autoréférentialité des opérations réalisées par les instances et autocompréhension. Et c'est cette divergence, cette décoïncidence qui peut exprimer, je veux dire, de manière synthétique, la raison d'être du circuit de la signification. Pour dire la chose de manière encore plus nette, cette décoïncidence concerne aussi l'instance subjective, les sujets. Il peut se constituer seulement à travers l'entrelacement de son circuit avec les autres. Et donc, leur forme de vie est une forme de vie capable à même de circuiter, de chercher une stabilisation identitaire qui passe à travers un groupe, donc des instances collectives, à travers des instances institutionnelles et vice-versa, naturellement. Il y a une rupture aussi dans les circuits, une rupture de la dualité de la confrontation, en imposant une sorte de courbure dans l'horizon praxique. La courbe, on ne voit pas, l'horizon est visé, mais pas total, mais pas saisi, disons. Les parcours programmés actualisent seulement des hypothèses sous les chemins suivants. Il y a une actualisation des enjeux possibles, mais les revalorisations, par exemple sur les effets perlocutoires, sur le passage entre efficience en acte et efficacité à moyen terme, à long terme, mais tout ça reste naturellement hors cadre dans une dimension distale. Donc les échanges symboliques deviennent un circuit dès que l'on sort d'un périmètre contractuel et donc frontal, encore une fois, pour entrer dans un horizon d'accords, désaccords, dont la résolution ne peut pas être anticipée. En ce sens, nous pouvons parler d'un circuit, par exemple, des récompenses, comme chez Grimas, à la condition que la provenance et la conjoncture de l'argent qui revient, pour utiliser l'expression de Grimas sur ces études de la mythologie lituanienne, ne soit pas connu par avance. L'argent qui revient, on ne sait pas exactement quel sera le parcours qu'il va suivre. Il est évident que la théorie du don aussi, de la donation, peut être relue comme une anticipation possible de ce paradigme en circuit entrelacé, car la réciprocité du qui pro quo est rompue au profit d'une sorte de générosité, de beaux gestes transmis qui pourra se produire de manière indéterminée, mais quand même peut-être plus probable, mais dans un autre scénario spatio-temporel. On parle aussi de manière impropre de circuits de communication. Il y a une banalisation, bien évidemment. Il faudrait utiliser cette expression, circuit de communication, comme l'emblème justement des effets de perlocutoire non prévisibles d'un parcours, disons, sinueux de la signification, qui aura la possibilité d'évaluer ces manques heuristiques, ces cécités, disons, ces déformations locales, etc. Chaque circuit est à la fois secours et observation critique des autres circuits, ce qui permet une gestion de la complexité sous forme de décomplexification conditionnée et transposée, parce que là où la complexité interne est ingérable, on passe à un autre circuit. Et donc, il y a une sorte de décomplexification qui demande une transposition. Alors, on veut mettre l'accent donc sur le fait que des courbes semblent illimiter des parcours et indéterminer les passages, bien au-delà des limites intentionnelles de l'instance observatrice et programmatrice en mouvement.
circuiter veut dire avant tout parcourir un circuit, oui, c'est sûr, mais les courbes du circuit semblent illimiter justement ce parcours. En outre, il faut dire circuiter peut signifier aussi entourer quelque chose pour lui échapper, sur le plan de la forme ou de l'attrait exercé par cette altérité. Cette désignification du verbe circuiter compose ensemble, je dirais, la signification assez fouillante mais intéressante du verbe circuiter. Il y a une diathèse passive, s'est trouvé dans une sorte de canalisation modale hétéronome qui dépasse les limites des enjeux de sens initialement envisagés, et une diathèse active du circuité qui affiche une tension émancipatrice, potentiellement capricieuse, marge de jeu, trouver des marges de jeu, laquelle décide de qualifier ces passages comme des opportunités, et donc en valorisant ainsi, je dirais, des morphologies hétéronomes, des scénarios alternatifs, de la matière encore inexploitée. Alors, l'effet de circuiter peut indéterminer les visées, là où il y a une stratégie de sens cristallisé, courbure, et réaffirmer un échappement, une ligne de fuite, des contournements en tout cas, lorsque l'instance promotrice du sens apparaît comme totalement assujettie au territoire, à une territorialisation. Donc la circuitation préserve en acte, vous voyez, les tensions dialectiques entre forces centrifuges et forces centripètes, entre conduite et transport, entre canalisation et contournement. Alors, les circuits de signification permettent d'accepter une signification qui mourit à travers ces cycles. Donc, il y a une sorte de décantation du sens dans les circuits qui relève d'une sorte de révélation progressive, de canalisation, de transposition des tensions interprétatives dans d'autres circuits. Derrière une courbe, on peut confier l'interprétation à un autre circuit, mais alors cet arc de signification qui dessine, cet arc de signification qui dessine une passerelle, une sorte de structure pont qui ne peut pas être une architecture fixe, mais au contraire, ce ne peut pas quelque chose qui peut suivre une sorte de manuel d'instruction, un peu comme on ne peut pas suivre un manuel d'instruction pour traduire. Le passage des circuits se signale en tant que tel comme des passages d'une langue à l'autre. C'est une expérience de traduction, c'est une expérience de circuitation, de passage d'un circuit à l'autre à travers des formes d'entrelacement. Et oui. Simplement pour te dire ceci, il est 16h45. Nous, on peut aujourd'hui rester ici dans la salle un tout petit peu plus longtemps, c'est-à-dire quelques minutes, 10 minutes, quelque chose comme ça, un quart d'heure peut-être, parce qu'on n'a pas de... Parce que tous les premiers mercredis du mois, je l'ai dit comme ça tout le monde le sait, tous les premiers mercredis du mois, nous avons ici dans la salle à 5 heures l'accueil des chercheurs étrangers. Donc aujourd'hui, on peut rester encore un peu plus. C'est toi qui décides combien tu vas encore prendre, combien de temps tu vas encore prendre pour ça et combien de temps tu veux pour la discussion. OK, je parle plus ou moins j'ai noté 42 minutes, chose comme ça, que je parle. Je ne sais pas si je peux continuer encore 10 minutes au moins, dis-moi. Comme ça, on aura 10-15 minutes pour la discussion en dépassant un peu 5 heures. Je pense que tout le monde est d'accord ici. Donc voilà, alors je peux continuer à vous présenter une partie de mon intervention. Je dirais que c'est grâce aux entrelacements qu'on peut à la fois voir des courts-circuits internes, des impasses, des apories, de contradictions, de paradoxes à l'intérieur d'un circuit et contourner un circuit qui se présente désormais comme un obstacle avec des significations justement qui commencent à être désémantisées, contradictoires, etc. Et les entrelacements, c'est là où on peut dire, c'est à travers les entrelacements qu'on peut situer
cette idée de Paolo Fabri que nous sommes un peu tous des agents doubles. Hein. Alors, si nos jeux de langage sont liés à des formes symboliques qui articulent des modèles de et des modèles pour, il faut remarquer aussi que les stratégies mobilisent plusieurs terrains de jeu en même temps. Par exemple, dans les relations praxéologiques, même entre discours et action, les discours est à la fois un ancrage dans un cadre procédural, j'ai pas mal étudié cet aspect, mais aussi il a besoin dans une sorte de mise en situation qui profite de connaissances des terrains. Donc, on est à la fois des figures institutionnelles et des experts de terrain. On pourrait remarquer encore de manière plus générale dans les modèles, par exemple, de François Rastier, le fait qu'il y a en même temps une structure de destination, une structure d'adresse. Les syndicats parlent au ministre, mais s'adressent aux autres membres du syndicat. Et donc, il y a toujours une sorte de double scène, voilà, pour sortir justement de cette sensation de la frontalité. Mais c'était la même chose dans la sémiotique de pratique de Jacques Montagny, le fait que la scène pratique s'ouvre sur une autre scène. Il y a toujours une autre scène et d'autres une autre économie, au moins du sens, qui est à l'horizon. On pourrait encore, je sais que c'est un peu abstrait, donc je cherche à faire des exemples. La vérité, alors la vérité, on voit bien que sa profondeur sémantique ne peut pas être déracinée du fait d'avoir reçu une élaboration dominialisée. La vérité dans la science, la vérité dans la religion, la vérité dans les droits, mais aussi la vérité a un ancrage dans les échanges qu'on mesure du témoignage et de la transmission culturelle, par exemple dans les activités pédagogiques, mais encore que la vérité a besoin d'un circuit d'approfondissement interne qui la problématise entre croyance et connaissance, croire et savoir, admission d'un savoir et assimilation d'un savoir. Encore, si on pense à la loi, on voit bien combien de fois on peut changer dans la même journée son appréciation implicative. On peut pérorer son application stricte. Il faut l'appliquer parce que bon, voilà, on doit respecter la loi en tant que loi dans un terrain, dans un domaine dirigé, gouverné par la loi, mais en soi, dans la même journée, passer à une vision stratégique et peut contourner de manière provisoire et avec l'entente réciproque, une entente ad hoc, forgée ad hoc par rapport à la situation, et trouver donc des complices pour dire, bon voilà, on peut se concéder quelque chose qui est une concession bien méritée peut-être pour contourner la loi. Et on peut arriver au sentiment, même après l'application de la loi, de l'insignifiance de la loi, de la distance entre les sens vécus et les sens projetés par la loi. Bon, vous avez compris, c'est difficile vraiment gérer la signification sans tenir compte de la série du circuit et donc des passages. Alors, je vous montre, c'était un peu sur des aspects aussi diagrammatiques que j'avais l'envie de vous dire quelque chose. Vous voyez là cette idée de circuit entrelacé et cette vision dramatique va mettre les circuits, va mettre en scène les circuits, va représenter les circuits avec la suggestion finalement d'un ruban de Möbius et donc il y a un côté externe et interne, mais qui change tous les temps l'exposition ou la publicisation, le fait d'aller vers je sais pas, de la subjectivation vers l'interaction, ou au contraire, il y a des formes d'intimisation, et donc le bord, les côtés externes de l'interaction touchent les bords internes, les côtés internes du circuit de la subjectivisation. Donc, vous voyez, c'est déjà un peu aussi un diagramme pour dire on ne peut pas calculer les courbes et les passages d'une perspective dans les rubans de Möbius sont des changements continus qu'on doit gérer, qu'on doit accompagner, parce que justement, la gestion du sens est vue à partir de ces cadres et pas comme euh,
Les circuits, les circuits entrelacés ne sont pas vus comme une production de la gestion, sont les circuits qui encadrent les gestions au pluriel du sens. Et donc, étant donné que je dois aller rapidement, je dois synthétiser. Là, vous voyez, sont des passages, justement, l'intimisation entre les circuits liminaires et les circuits internes, de formes de participation entre quand les circuits liminaires et son côté externe touchent, trouvent une forme d'entrelacement avec le côté externe du circuit des subjectivisations, et on voit les mêmes formes d'imbrication et d'entrelacement entre les circuits liminaires de l'interaction et les circuits externes de l'institutionnalisation. Je n'ai pas le temps pour entrer dans les détails. Alors, je dois aller vite. On pourrait dépasser aussi cette phase, et je vous donne seulement des suggestions. Imaginez qu'il y a des circuits qui peuvent devenir presque des réseaux, des circuits planaires, sont des circuits, par exemple, des circuits de reconnaissance, réciprocité de la reconnaissance, des circuits de la promesse, ce sont des circuits sur le plan temporel, mais on peut imaginer des circuits hélicoïdales, et donc, dans ces cadres-là, il y a plutôt du circuit de la récursivité, de la rentrée, du re-entry, hein, donc une catégorisation qui peut rentrer sur la catégorisation même, juste, injuste, est-ce que la distinction est juste, vous voyez, des choses comme ça, de manière même si triviale, présentée de manière triviale, il y a une récursivité, ou des circuits multiniveaux dans lesquels on voit plusieurs circuits qui sont opérationnels au même moment. Donc, notre idée du circuit est liée à un traitement conjoint d'instances et des transformations de sens qui se développe par l'interconnexion circulaire de plusieurs nœuds sémantiques, dialectiques entre parcours et passage. Le nœud est constitué par cette dialectique, ce qui prévoit des opérations récursives et une rentrée sur les distinctions ou assimilations déjà opérées. L'entrelacement garde les circuits ouverts et ces valences sont alors convertibles, traductibles dans un autre circuit et vice-versa, en montrant ainsi que chaque circuit n'est pas autosuffisant. La récursivité du circuit, les rentrées d'une dimension à l'autre, empêchent toute forme de circularité parfaite. Les circuits modalisent dans les sens qui ne permettent pas la même réponse différée. Il arrive à la qualifier et donc à qualifier une interprétation, réponse différée comme interprétation, et donc à nous interroger, voire à nous responsabiliser. Là où les entrelacements ne sont pas possibles, nous avons des circuitations multiplanes, et alors un principe de traduction doit nécessairement laisser la place à un principe d'analogie ou de contraste, principe que j'avais déjà un peu évoqué au départ de mon exposé. Je devrais rappeler, alors je n'ai pas eu le temps, je devrais rappeler la présence du terme circuit dans la littérature, bien évidemment, sur laquelle je me suis appuyé, et donc les circuits d'existence chez Merleau-Ponty. Là, je dirais, Vers une écologie de l'esprit de Bateson est un livre construit autour de la notion du circuit, et ça, je pense qu'il faudrait vraiment travailler et expliciter. J'ai écrit en texte, mais je n'ai pas le temps de le présenter dans les détails. Et ben, la leçon de Bergson aussi, qui est rappelée par Merleau-Ponty, il parle, il thématise la perception en tant que circuit. Je vous rappelle que chez Merleau-Ponty, il y a non seulement les circuits de l'existence, le circuit de la perception, les circuits qui est déjà être touché, touchant en même temps, les circuits être observateur, être vu au miroir, tous les circuits qu'il a constitués dans la philosophie dans la phénoménologie de la perception, mais il y a aussi des circuits c'est significatif. Je trouve que c'est très significatif, voir que même dans les cas de réflexion éthique,
Merleau-Ponty applique toujours la notion de circuit. Je peux vous lire une phrase dans Éloge de la philosophie. Jamais encore on avait établi ces circuits entre l'être et moi, qui fait que l'être est pour moi un spectateur, mais en retour, le spectateur est pour l'être, et il va assumer toute une série d'observations sur l'éthique en disant que finalement, il faut tenir compte bien évidemment de l'autre, hein, pour définir soi-même. Alors, je passe rapidement sur ça. Une autre suggestion un peu diagrammatique. Vous voyez, là, c'est les systèmes de feedback, de rentrée. C'est dans notre tradition aussi, parce que qu'on parle justement qu'un signifiant est toujours un interprétant valable d'un texte. Ça veut dire que même si on a construit sur le plan discursif un plan de l'expression, un plan de contenu, le plan de l'expression rentre de nouveau sur la constitution sémiologique préalable, et ça va donner lieu à une suite d'interprétations possibles. Et donc, il y a toujours du jeu, vous voyez, du jeu ultérieur qu'on peut développer. J'ai trouvé la phrase de Merleau-Ponty sur l'éthique: il y a un circuit du moi et d'autrui, les mal que je fais, je me les fais. Et c'est aussi bien contre moi-même que je lutte en luttant contre autrui. Vous voyez un peu la bataille avec l'ange, si vous voulez, et c'est dans l'éloge de la philosophie, page 288. Toute l'idée encore de décoïncidence il y a toute une tradition de la notion de décoïncidence. Alors, chez naturellement François Julien à partir de 2017-2018, mais il y a d'autres auteurs qu'il faudrait évoquer, Bateson, sans aucun doute, Plessner dans les degrés de l'organique et l'homme, un texte de 1928. On peut voir donc la décoïncidence comme le fait justement qu'il y a une circuitation et les sujets ne peut plus revendiquer d'être au centre de ces circuits et qu'il y ait toujours un train un peu d'échapper, de déborder et à la fois d'essayer de recentrer son observation parce qu'il n'a jamais une position assurée, prioritaire, privilégiée, pas du tout. La théorie de la complexité, sur laquelle nous avons travaillé un peu au niveau aussi du laboratoire, parle de causalité circulaire, et toute la question du circuit entre naturellement dans la description de la complexité. Et je n'ai pas le temps, mais vous avez compris, j'aurais besoin de vous présenter de manière détaillée les circuits de la subjectivité, les circuits de l'interaction, les circuits de l'institution. Et on voit bien, j'espère au moins qu'on voit l'intérêt de ça. Pour nous, à ICAR, par exemple, déjà le fait de voir dans nos enregistrements une expression mimofaciale dans un instant donné, qui peut être indéterminée sur le plan de la signification, même pour les sujets qui expriment cette expression, mais prise dans les jeux interactionnels, cette expression peut recevoir une sorte de remotivation à partir de la réponse qu'elle a reçue, de la sensation que l'autre a vue, cette expression. Et donc, il y a une sorte d'enchaînement qui offre un autre plan de signification, cette fois extraverti et gérable dans les cours, dans les déroulements de l'interaction. Bref, vous voyez, il y a du sens qui passe vers les circuits interactionnels et qui peut finalement passer à soutenir des grammaires institutionnelles, un peu comme l'éthos discursif géré dans l'interaction est toujours réinterprété de manière préalable par une sorte d'éthos
justement préalable, qui normalement c'est un ethos institutionnel. Je suis enseignant-chercheur devant les étudiants et donc je peux profiter de cet ethos préalable, même si par la suite je suis obligé à renégocier ma face vulnérable, face négative chez Goffman, face positive. Je dois renégocier tous ces aspects dans les circuits liminaires de l'interaction et qui montrent bien l'aspect transindividuel de la constitution même de la subjectivité. J'avais un peu comme suggestion encore diagrammatique, j'avais l'envie de vous présenter cette image de Escher parce que ça montre bien, c'est une parfaite visualisation à la fois de la question transindividuelle et de la vision par circuit justement de la constitution de visage créé en sorte à partir d'un seul morceau, des rubans, qui a une partie, un côté interne de psychologisation et de socialisation, évidemment, de valeurs, une figure qui est complétée par l'autre, même si toujours fracturée, donc un visage qui est toujours inachevé, qui utilise un matériel externe, peut-être, je ne sais pas, peau d'orange, je ne sais pas quels sont les matériels utilisés. Et je pourrais naturellement continuer la lecture figurale magnifique de ces dessins de Escher. Et encore, mais là, vraiment, j'ose un peu trop. Et je me suis posé la question comment visualiser un circuit doté donc de deux parcours possibles dans les côtés internes et dans les côtés externes. Donc, chaque circuit a un bord externe, un bord interne, et il y a deux parcours possibles. Eh bien, je me suis inspiré de cette spirale de Parker. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'il y a les deux parcours possibles. Cette vision spiraliforme du circuit, toujours en train de se développer, mais en même temps avec des débordements. Hein. Donc, la circuitation est réversible, excédente, débordante, et donc non seulement elle passe à travers un autre circuit, mais cette circuitation est soumise aussi à des forces centrifuges, et donc il y a des valeurs débordantes qui n'arrivent pas à être totalement canalisées par les gestions de sens. Il y a des valeurs qui échappent au circuit et qui peuvent constituer des tendances dans les débordements qui n'arrivent pas à recevoir immédiatement de forme d'interprétation. Et donc, la décoïncidence, qui est une décoïncidence, je répète, de toutes les instances, donc les instances collectives, les instances institutionnelles aussi, vous voyez que toute une culture s'exprime à travers un matériel canalisé à l'intérieur de différents circuits, mais aussi un matériel débordant, un matériel non géré, des choses qui restent justement hors technique. Et donc là, il y a toute la place peut-être pour ranger des aspects comme l'imaginaire, c'est-à-dire précipiter des contenus insolubles par rapport aux expressions disponibles, ou encore la notion de spectre, des expressions donc, qui hantent des cadres symboliques stabilisés. Donc les débordements sont là où les symbioses ne sont plus, les articulations ne sont plus stables, voire au contraire sont très instables, et on peut les évoquer, on peut s'adresser comme imaginaire, comme spectre, sans avoir la prétention de les interpréter, de pouvoir les interpréter de manière fiable. Voilà, alors autrement, c'est une image seulement suggestive, je n'ai aucune prétention de pouvoir la contrôler sur le plan mathématique, c'est la nappe de courant héliosphérique, donc un nappe de courant interplanétaire dont le champ magnétique est décrit aujourd'hui à travers cette spirale, la spirale de Parker. Mais voyez que donc l'effet que
vous voyez, au moins des forces vectorielles qui s'expriment à la fois dans les côtés internes, dans les côtés externes. Bon, voilà, et donc les débordements, on pourrait imaginer ces débordements comme une sorte de vent sémiotique non canalisé, comme il y a des vents solaires, il y a un vent sémiotique non canalisé, et les courants d'un matériel encore inarticulé sur le plan sémiologique qui soufflent dans les gestions de sens et qui limitent ultérieurement leur prétention de réduire une écologie dans des formes économique. Je dois m'arrêter là. Merci de votre attention. Merci Pierluigi, on est resté ici, tout le monde est resté attentif jusqu'au bout. Je te remercie beaucoup. Tu as vraiment fait une description très très fine d'un objet de recherche que c'est la globalité des relations, des significations. Et je vois qu'il y a une question de Jacques Fontani, donc je lui passe la parole et puis peut-être je reviendrai sur mes questions à moi. Jacques, à toi la parole. Vas-y, commence, non? Enfin, non, Jacques, non, c'est toi qui commence. Ah, t'es gentil, bon, très bien. Bien, alors, Pierluigi, merci. Merci, c'est pas un merci, comment dire, de convenance, c'est que avant, je crois avoir compris l'ensemble de ton modèle. C'est pas rien quand même. Donc aujourd'hui, tu as réalisé un exploit. Hein. Tu nous as permis, ceux qui ont bien voulu le suivre attentivement, de comprendre l'ensemble de ton modèle, celui qui est extraordinairement dispersé dans le volume sur l'écologie, la sémiotique, évidemment, et beaucoup moins facile à saisir. Alors, quand on comprend, il y a un avantage, parce qu'effectivement, on saisit un certain nombre de choses, mais il y a un inconvénient, c'est qu'on voit mieux ce qu'on ne comprend pas et pour les raisons pour lesquelles on ne comprend pas. Donc, je vais commenter rapidement en disant d'abord, ce que j'ai compris, tu vas me dire, tu aurais dû le comprendre depuis longtemps, mais je ne suis pas entièrement responsable, hein, pas le seul en tout cas, c'est que tu nous proposes une sémiotique des instances, c'est-à-dire dans une voie qui est aussi celle de Coquet, qui est celle du deuxième Rastier, parce que la première voie de Rastier, c'était du modulaire, qui est aussi un peu celle de Fontani, de quelques autres, etc., enfin moi, depuis quelque temps. Et pourquoi? Parce que les modèles modulaires et génératifs achoppent à rendre compte de la sémiose. Ils fonctionnent comme des organisations de classification de catégories descriptives, et c'est fort utile. Hiérarchisé ou pas hiérarchisé, peu importe, mais ça c'est un acquis fondamental des recherches sémiotiques passées, un système de classification qui permet à la fois d'avoir un organone, de l'enrichir, de le transformer et de savoir à quoi on touche. Bien. Sauf que dans le parcours génératif, le passage au discours, ben franchement, ça n'a jamais été traité, vraiment. On ne sait pas comment on passe au discours. On ne peut pas dire simplement on débraye des catégories figuratives, espace-temps, personne, ou on embraye, etc. Ça ne suffit pas, c'est clair. On ne rend pas compte vraiment de la sémiose. Je crois que l'esprit de Coquet, c'était ça aussi. On déclare que tout est action énonçante, et donc on embrasse le problème de la sémiose, et alors à ce moment-là, on envisage une typologie d'instances pour organiser les différentes sémioses, les parcours, etc. Bien. Alors, par rapport aux instances, c'est un peu une question, mais en même temps c'est un peu une provocation. Chez Rastier, il y en a 3. Chez toi aussi. Chez Coquet, il y en a 4. Moi, j'ai choisi le côté de Coquet. J'en veux 4. Non pas pour faire comme Coquet, mais parce que la 4e, c'est celle que nous a présentée à la fin en disant voici ce qui reste, on ne sait pas trop, c'est l'imaginaire. Ben si, pour moi, c'est une instance. C'est la 4e. Bien. Alors, est-ce qu'il faut vraiment continuer à traiter l'imaginaire comme un résidu, comme un reste à traiter, mais dont on ne sait pas quoi faire, ou est-ce qu'on ne peut pas installer un monde du ça, quoi,
le spectre, l'imaginaire, etc., ce que tu as suggéré à la fin. Ensuite, par rapport à ta présentation, jusqu'à la diapo 12, j'ai tout compris au sens où je l'ai complètement intégré. À partir de la diapo 12, j'ai commencé à frémir, à plus savoir où j'habitais. Et c'est revenu à partir de la diapo du ruban de Mobius. Parce que c'est là que tu nous as expliqué que les circuits avaient deux faces, une face interne et une face externe. Donc, si je puis me permettre, dans l'organisation de ta présentation, si tu commençais par décrire la topologie des trois circuits, en précisant, par exemple, face interne et face externe, avec ta belle spirale de Parker, c'est ça, qui est exactement la visualisation de ce problème-là. Et ensuite, la question que je me posais en t'écoutant, en me disant, je vais lui demander ce qu'il entend par là, parce que méthodologiquement, je ne vois pas comment ça peut se traduire. Les entrelacements. En fait, il faut bien comprendre que dans ton modèle, ce qui est conversion chez les uns, ce qui est composition chez les autres, peu importe, c'est l'entrelacement. Parce que moi, la question qui m'intéresse depuis le début dans les zones anthropiques, c'est comment on les parcourt. Quelles sont les traversées, en quoi elles sont pertinentes, les changements de zone. Rastier l'a un peu traité avec les objets qui sont à la frontière, hein, de cette question du passage d'une zone à l'autre. Moi, j'avais proposé les parcours de subjectivation et d'objectivation réversibles. Toi, tu proposes une solution beaucoup plus complexe, mais qui commence à s'éclairer uniquement à partir du moment où on comprend qu'il y a une face interne et une face externe, et que les trois circuits échangent entre faces, en quelque sorte. D'où ensuite le Mobius qui est parfaitement explicite là-dessus. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à proposer des descriptions qui méthodologiquement sont explicites des différentes situations d'entrelacement. Mais entre les deux, entre la diapo 12 et la diapo 18, je peux te dire que là, tu l'aurais pas présenté, on aurait pu s'en passer, et tout le reste, on a été un peu frustré à la fin, parce que c'est là où on voyait l'opérationnalisation méthodologique de la topologie des trois. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'il y ait une topologie de tes instances, mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y en a une, et que tu la déclares tardivement dans ta présentation, comme si ce n'était pas le plus important. Voilà, c'est mon commentaire. Merci beaucoup. Merci Jacques. Non, tout simplement, c'est un problème de passer du simple vers les complexes. Donc, j'ai essayé un peu de déjà proposer un modèle par circuit. Je pense peut-être c'est un petit peu une nouveauté. Et donc, déjà, j'avais besoin de caractériser avant tout les trois circuits et ensuite complexifier ultérieurement la vision diagrammatique en disant il y a une face interne, une face externe. Voilà, c'était seulement peut-être, je n'ai pas. C'est un peu je veux dire, le programme que je me suis donné pour vous accompagner à comprendre le modèle, mais peut-être il y a d'autres solutions possibles. Donc, j'accepte la critique et la réception et ta réception donc, du problème. Peut-être je vais restructurer la prochaine fois la suite de l'organisation. Mais pour ce qui concerne les aspects plus théoriques, je voudrais dire quelque chose. Alors, naturellement, je connais bien ta proposition d'ajouter une quatrième instance. Et moi, je pense que je veux dire, les distinctions que tu as faites sont importantes, mais je ne suis pas sûr de pouvoir les traduire justement comme une quatrième instance. Parce que quand on parle de l'imaginaire, par exemple, est-ce que pour toi, c'est un système ou c'est un environnement? Pour moi, j'ai une vision plutôt environnementale de l'imaginaire. Quand je pense au spectre, sont des figures qui circulent sur le plan de l'expression et n'arrivent pas à intercepter des contenus et qui n'appartiennent pas donc à un système. Donc, dès qu'il y a, disons, en sorte de découplage, de désolidarisation entre les plans de l'expression et les plans du contenu,
Au moins, on ne peut plus associer à ces paysages une instance-système. Pour moi, c'est plutôt une vision de milieu, d'environnement, tu vois, et c'est pour ça que je traite les débordements, le vent sémiotique, si tu veux, comme quelque chose qui ne rêve pas d'une instance comparable aux autres, homogène avec les autres. Ensuite, si on veut dire que le vent sémiotique, bah, c'est une expression figurale, c'est vraiment une boutade de ma part, j'ai aucune prétention de le définir ou de le mettre dans les métalangages de la théorie sémiotique, c'est seulement une métaphore, si tu veux, mais j'ai du mal à lui attribuer un statut comme instance, parce que instance, tu te rappelles bien l'étymologie d'instance, non? C'est insistance. C'est insistance, c'est insister, et donc c'est quelque chose de surplombant, insister. Et, et donc quand on parle de l'imaginaire, je vois pas la même la même force d'appropriation, la même force d'assomption que je peux reconnaître aux institutions, aux collectifs donc voilà, c'est seulement pour t'expliquer pourquoi j'aime bien ta distinction, et je pense que là, sur la distinction entre le distal et quelque chose qui va au-delà d'un distal géré à travers les institutions, c'est une distinction importante. Je ne sais pas si on peut la traiter sur le plan d'une instance quatrième, même si tu sais, je connais bien ta manière sur le plan même pronominal de l'identifier. Et ensuite, sur le plan de l'entrelacement, les entrelacements sont les moments, pour moi, dans lesquels je vois l'application de ta proposition 2003 sur la possibilité de renverser les relations entre plan de l'expérience et plan de l'existence. Et c'est les moments, pour être encore plus spécifique, dans lesquels on n'a pas une matériel sémiotique préalable pour ajuster la connexion. C'est l'expérience. C'est pour ça que je dis qu'ils sont des expériences linguistiques, des expériences sémiotiques, parce qu'on fait à la fois l'expérience de l'entre-deux et de l'impossibilité de les traiter sous le plan sémiotique. Donc on doit se réinventer des formes sémiotiques pour associer à quelque chose qui montre sur le plan de l'expression une connexion possible, mais qui manque d'un contenu, tu vois, ou le contraire. Donc là, je crois qu'on peut bien formaliser ces passages qui est l'entrelacement, parce que c'est un moment spécifique dans les sémioses, la gestion de la signification. Donc, il y a des formes de sémiose spécifiques, voilà, qui relèvent d'une sorte de renversement entre plan de l'existence et plan de l'expérience. Un simple ajout. Moi, j'ai traité cette quatrième instance de manière très particulière. Dans ma représentation, c'est une espèce de petit nuage. Elle n'entre pas dans les systèmes concentriques. Et dans le commentaire, quand j'exploite la notion d'absence de personne de Benveniste, on est bien dans quelque chose qui ressemble à une non-instance. Mais il faut bien faire une place à la non-instance dans le modèle. On ne peut pas simplement en faire un reste, parce qu'il s'y passe des choses dans la non-instance. Voilà, c'est tout. Oui, mais voilà, on a donné seulement, tu as constitué une nuage, moi j'ai constitué un débordement. D'accord. Et peut-être j'ai été séduit aussi par la spirale de Parker. Je peux t'expliquer, mais ça c'est une blague, parce que on parle dans la spirale de Parker pour traiter, comment dire, expliquer les débordements, on parle d'une jupe d'une femme. Peut-être j'ai été séduit de cette idée que la quatrième instance est non seulement anonyme, mais plutôt jolie et esthétique. Et voilà, c'est une blague. C'est sûr que dans ta spirale, plus on tourne vite, plus il y a des chances de déborder. Hein. Merci beaucoup à vous deux.
Je reprends la parole très, très rapidement avant de la laisser à Jean-François, tout simplement pour te poser quelques questions très rapides, de précision. Alors, j'ai surtout pensé pendant ton exposé à Niklas Luhmann, parce que je pense que tout en est inspiré, tout est sans aucun doute inspiré de son travail sur les systèmes, notamment, je pensais à lui quand tu as abordé la question de l'auto-observation et de l'observation des circuits entre eux. Alors, je voudrais savoir comment tu peux aborder l'auto-observation. L'auto-observation est propre à chaque instance, à chaque circuit. Comment abordes-tu l'auto-observation de l'instance liminaire, de l'instance interactionnelle? Mais plus généralement, ça m'intéresserait que tu puisses nous dire comment et combien tu te détaches de la théorie de Niklas Luhmann, qui est sans aucun doute sur laquelle fortement tu es ancré. J'ai particulièrement aimé moi aussi la figure de Mobius. D'une certaine manière, je me l'attendais déjà un peu. Je ne suis pas sûre de quel diapo je parle, mais tu te rappelles quand tu as parlé d'intimisation, participation, socialisation et normativisation, là j'ai trouvé que la topologie, d'une certaine manière, était déjà là. Je ne sais pas si je me trompe, et je ne sais pas quel numéro de diapositive c'était, mais je pense que c'était avant Mobius. Donc, d'une certaine manière, je pense qu'on pouvait s'attendre à Mobius. Et puis, mais je sais que c'est très long, donc peut-être on peut laisser tomber cette troisième chose. Moi, je suis très intéressée à la question du modèle 2, modèle pour. J'ai déjà lu un article à toi sur cela, je ne suis pas sûre d'avoir je comprends, par exemple, quand tu as parlé de la notation, bien sûr, tu as dit c'est un modèle pour donner des instructions pour l'exécution et en même temps, c'est un modèle de l'écriture de la musique. Je le comprends en même temps. Je pense que chez toi, c'est vraiment quelque chose de fondamental, quelque chose qui s'ancre dans ta pensée globale de comment lire la signification. Et j'aurais voulu, par exemple, avoir d'autres exemples. Le modèle, une œuvre d'art est un modèle de, un modèle pour, par rapport à quoi, etc. Bon, je ne sais pas si on a le temps, tu réponds à ce que tu veux et le reste, pour une autre fois, on les laisse dans la non-instance, dans le débordement. Merci Maria Giulia. Alors, oui, les détachements par rapport à démarquage, je dirais, par rapport à la tradition luhmannienne. Alors, la lecture de Luhmann a été très importante pour moi, mais naturellement, à certains moments, je dois aussi prendre des distances. Et là, dans l'intervention d'aujourd'hui, il y a plusieurs prises de distance. L'autoréférentialité l'auto-observation, si tu veux, et dissocier l'autoréférentialité de l'autocompréhension, ça pour moi c'est très important. Ça veut dire qu'il n'y a pas une compréhension qui est encodée par les langages mêmes du système. On a besoin de passer par une sorte de créolisation, d'une sorte de passage par la langue d'autrui, par un circuit qui n'est pas le circuit du système autoréférentiel. Donc, chaque instance a besoin des autres et de passer aux autres circuits. Donc, ça, c'est vraiment une distance forte par rapport à Luhmann, qui avait un modèle de la linguistique encore binaire, lié à des codes. Et là, c'est la partie la moins intéressante, je trouve, de Luhmann. C'est là que l'apport, si je dois dire, les points d'articulation fructueux entre la sémiotique et la sociologie de Luhmann, c'est le fait de complexifier la vision de langage. Et chez Luhmann est très, très réductionniste, finalement. Et l'autre chose qui tu as, justement, je pense que tu as immédiatement compris le démarquage le plus fort, c'est par rapport au circuit liminaire. Parce que contre Goffman, Luhmann a toujours, latéralisé, marginalisé l'interaction. Pour lui, l'interaction est une
socialisation épisodique, sans suite. Il n'y a pas des effets à moyen terme, à long terme. C'est parce qu'on perd du temps pour les sociologues d'observer l'interaction parce qu'il n'y a rien qui se cristallise, qui finalement devient un aspect structural de l'organisation des sociétés. Et alors, j'exagère un petit peu parce qu'il faudrait rectifier dans les derniers livres de Luhmann et déjà dans les derniers livres de Luhmann, on voit une certaine ouverture à ça. Je ne peux pas entrer dans les détails, je l'ai écrit dans les textes. Donc, quand il y aura une diffusion de ce texte, voilà, tu pourras le lire. Mais c'est justement là qu'il y a un démarquage fort, l'idée de donner, de confier à l'interaction un rôle important, fondamental, et de ne pas accepter donc de penser surtout en termes de société formelle contre la Gemeinschaft, contre la société sensible, la communauté sensible, la communauté émergente, les groupes qui va se constituer et va constituer ses bords aussi, ses lisières à partir de l'interaction. Voilà, je te réponds pour l'instant comme ça. Ensuite, sur modèle 2, modèle pour, bon, il y aura, j'imagine, la chose importante est comprendre que c'est le point d'articulation entre des plans de pertinence et l'effet que les plans de pertinence sont co-présents, qu'il y a les circuits, les micro-circuits, c'est l'effet qu'on a du mal à construire de la signification dans les pratiques à travers seulement un plan de pertinence. On a toujours besoin d'impliquer un autre plan de pertinence et donc l'un va jouer un rôle modélisant, modèle 2, et l'autre va jouer un rôle fonctionnel, un modèle pour. Merci beaucoup. Il y a une question de Jean-François et puis on doit... On voit bien que, par exemple, dans un manuel d'instruction, le manuel d'instruction est un modèle de la pratique et la pratique sera réalisée est vue seulement de manière fonctionnelle. Il n'y a pas une problématisation véritable de l'action, il faut seulement la reproduire. Et en revanche, en amont, le texte est là, le texte procédural est en train à des enjeux fondamentaux pour concevoir la pratique et d'être un modèle de la pratique, à tel point qu'on voit, par exemple, une certaine solidarisation entre la lisibilité, la structuration du texte, la composition du texte et l'analyse technique de la pratique, les découpages de la pratique, un peu comme dans les recettes. On voit un découpage discursif qui devrait reproduire un peu les montages, les actions à reproduire pendant la recette. Merci beaucoup. Oui, merci. Alors, merci, Michi, c'est très, très, très intéressant. J'aurais beaucoup de questions. Enfin, je vais me limiter à une petite remarque. D'abord, la remarque, c'est que ta répartition des circuits et la façon dont tu le représentes de façon musique m'a rappelé d'une façon assez évidente la même topologie pour prendre notre côté du circuit que l'accord des éléments composés, le réel imaginaire et symbolique, et qui, comme tes circuits, se faisaient tenir en quelque sorte ensemble. Alors, il y a une question qui est intéressante, une question qui est vraiment intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque les circuits se détachent, puisqu'ils tiennent ensemble l'un par l'autre en quelque sorte. Alors ça c'est un problème, je pense, qui m'amène à ma question peut-être plus directement. Parce que on peut se demander, moi je n'utilise pas le terme d'écologie, j'utilise le terme d'économie. Ça me paraît peut-être plus efficace d'abord parce que c'est une assez longue histoire qui permet d'enrichir un petit peu la réflexion. Dans une économie, il est bien rare qu'il n'y ait pas justement quelques systèmes particuliers qui permettent de faire fonctionner l'ensemble et de faire qu'il tienne justement. Alors, est-ce que le fait qu'un système tienne, ça a à voir avec la production du sens? Je ne sais pas. Ce n'est pas une certitude. J'ai plutôt même l'impression quelquefois que dans la réalité politique, c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est-à-dire que c'est quand les systèmes commencent à se désagréger que le sens se met à fourmiller, à produire.
beaucoup de choses, de l'art, de la littérature, etc. Mais ça, c'est souvent dans les périodes où c'est les institutions, justement, le système institutionnel qui vacille et ne correspond plus du tout, par exemple, à la psychologisation ou à la subjectivation que les participants peuvent avoir. Donc là, il y a une question sur laquelle j'aimerais, je ne sais pas s'il y a une réponse, mais en tout cas, il me semble qu'il y a un petit peu une réflexion à mener sur la production du sens à cause précisément qui est lié à ces phénomènes de rupture topologique, disons, on pourrait l'appeler comme ça. D'autre part, je suis très, très intéressé par la façon dont tu as essayé de connecter et faire dépendre l'un de l'autre le plan d'expression et le plan de contenu, parce que c'est quelque chose qui semble relativement oublié en sémiotique, du moins à mon sens, et je le regrette parce que finalement, si on fait tout tenir à la sémantique, alors on est dans quelque chose qui ne ressemble plus vraiment à une sémiotique, hein. Mais enfin, ma question, c'est pas celle-là, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque quelque chose vacille dans la coordination d'ensemble de la vie institutionnelle et de la vie subjective, mais aussi bien peut-être une troisième remarque, parce que bon, pas après tout, le plan d'expression est quand même constitué essentiellement avec les éléments de l'extériorité, avec les éléments de la nature. On fait de la musique avec les sons, on fait de la peinture avec de la matière, on fait, etc. Et donc l'extériorité, elle est donnée, elle est travaillée dans l'expression, justement. Et ça, c'est aussi, à mon sens, un problème important. C'est-à-dire que cette question existe, mais enfin, la question ontologique tient plutôt au problème de l'expression qu'au problème d'une référence quelconque ou de quelque chose comme ça. Voilà, merci. J'arrête. Merci beaucoup, Jean-François. Donc, je partage pas mal de choses. On les rappelle du rôle crucial de la relation expression-contenu, cette question de l'extériorité. Si je parle de couplage, justement, est parce que la matière de l'expression, on doit la chercher dans l'environnement. Hein, c'est pas quelque chose, c'est pas dans la disponibilité immédiate, je veux dire, des instances énonciatives. Et donc, je partage totalement. Sur la notion d'économie, je sais que tu as travaillé énormément. Je n'ai pas la prétention d'avoir une vision très raffinée de la notion d'économie. Je peux seulement t'expliquer pourquoi moi j'ai une vision peut-être réductionniste, mais qui semble m'épousser à aller plutôt vers l'utilisation de termes écologie. Parce que dans ma vision, peut-être, je répète, réductionniste, l'économie doit travailler sur une sorte de omnitraductibilité, c'est-à-dire que l'idée de comparer le travail avec la marchandise, etc., c'est l'idée justement de trouver un paramètre, si tu veux, un langage, une sémiotique, qui est capable de traduire toutes les autres. Et l'économie, une vision donc dans ce sens totalisante. On peut voir tout, même la crise climatologique, sous le plan économique. Alors, l'écologie est la compénétration entre des épistémologies différentes, de sémiotiques différentes. C'est l'idée de voir la compatibilité entre plusieurs instances et plusieurs formes de vie, tu vois. Pour moi, c'est ça que je veux dire avec écologie par rapport à économie. Nomos, économie, et alors, est-ce qu'il faudrait parler d'économie au pluriel? Je ne sais rien, mais en tout cas, on parle beaucoup d'économie au singulier et pas comme les mathématiques au pluriel. Non, on parle d'économie au singulier. Pour moi, c'est déjà symptomatique un peu qu'il y a cette vision omnitraductive de l'économie et totalisante un peu. Voilà. Et ensuite, je suis intéressé beaucoup à cette idée de la déstructuration des systèmes. Alors, j'ai seulement des intuitions, hein, je n'ai pas des réponses
bien développé dans ma tête encore, mais je pense que la crise, hein, toute la thématisation typique dans le XXe siècle de la crise, amène à serrer les entrelacements. C'est-à-dire, si il y a un bon fonctionnement de chaque circuit, la tendance à l'autonomisation et à la différenciation augmente. Dès qu'il y a une crise, chaque circuit doit s'appuyer davantage et augmenter la quantité de traduction avec les autres circuits. Et ça devient une sorte parfois de trou noir, d'effet de convergence entre plusieurs circuits vers la même sensation de catastrophe. Si tu penses un peu à la reconstruction des années, je sais pas, fin des années 20, 30 en Allemagne, il y aurait toute une série d'observations intéressantes. Tu te rappelles, on a pas mal de descriptions sur le plan du collectif, sur le plan des institutions, sur le plan aussi des subjectivités. Et l'effet que finalement, il y a une sorte de convergence entre les trois circuits. Dans les moments de crise, on voit des analogies très fortes et la mise en péril d'un circuit va déstabiliser aussi les autres. Voilà, dans des moments dans lesquels il y a une forte capacité d'autoréférentialité, de stabilisation interne, les circuits peuvent rester séparés. Voilà, c'est une première réponse, je n'ai pas une intuition, si tu veux. Juste une remarque pour terminer. Le terme d'économie tel que j'utilise, c'est le sens que lui a donné Aristote. Et ce sens a perduré comme ça pendant l'histoire avec des modifications. Mais l'économie marchande, c'est un petit peu à l'économie générale, un petit peu ce que la rhétorique restreinte par rapport à la rhétorique. C'est-à-dire c'est juste un petit morceau de l'économie qui est devenu aujourd'hui l'économie. Donc, tu parles plutôt de l'économie de de oikos, l'économie comme oikos, comme oui, c'est ça. Oui, ok. Oui, c'est ça. Okay. C'est pas la crématistique. Gestion de la famille. La crématistique, voilà. Mais L'économie du salut, par exemple, pendant toute la... Ok. il faudra s'arrêter ici. Je crains que la maison sujet nous déteste en ce moment gravement, grandement. Merci encore à Pierluigi pour son effort. Merci à vous. Et désolé d'être Très remarquable. Et à tout le monde, jeudi, on se verra dans 3 semaines avec Massimo Leone et Nathalie Rolans. Ciao, ciao et merci beaucoup. Ce sera le 10 mai. Ciao, ciao.